Donc bonjour et merci d'être venu. Donc moi Simon Clavier, je suis sur le sujet de la promotion de l'open source à la SNCF au sens large. Avant que ça s'appelle un OSPO, comment développer plus d'open source à la SNCF, et ça depuis 2013. Et donc on verra qu'en fait on a cheminé on arrive justement sur cette histoire de faire de l'open source aussi dans le domaine ferroviaire et dans le domaine industriel ferroviaire. Et pour cette table ronde, donc j'ai invité Luciane pour RTE parce qu'il a un exemple frappant sur LF Energy. Amel qui a bossé sur les modèles ouverts et ainsi que Louis David et qui sont plutôt du monde universitaire l'un et l'autre. Et je pense que chacun va se présenter, ce sera quand même plus simple. Voilà. Ça m'évitera de faire un impair. Bonjour à tous, donc Luciane Baléa, je suis en charge de l'OSPO chez RTE. Donc RTE, c'est le réseau de transport d'électricité. Donc l'opérateur qui s'occupe de développer, de maintenir et d'opérer le réseau haute et très haute tension en France et en charge de la sécurité d'alimentation électrique dans le pays. Donc ce n'est pas un acteur du logiciel, reconnu dans le monde logiciel, c'est plutôt un acteur qui vient de l'industrie et qui s'est tourné vers l'open source en 2018. Voilà, donc je détaillerai ça un peu plus tard. Eh bien, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc, Amel Charleux, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier. Donc, je travaille sur l'open source depuis une bonne dizaine d'années déjà. Côté entreprise et justement industriel, quels sont les bénéfices pour les entreprises, comment déployer, intégrer de l'open source, comment adopter des stratégies open source. Plus particulièrement, donc, je m'intéresse au modèle d'affaires, évidemment, c'est une question sous-jacente très importante, mais également toute la partie concurrentielle, compétition au sein de ces communautés open source. C'est vrai que l'open source, c'est beaucoup de coopération, mais c'est aussi pas mal de compétition. Et voilà, ça fait partie des sujets que je traite et que j'observe et que j'analyse. Voilà, merci. Bonjour, Louis-David Benyayer, je suis affilié professeur à l'ESCP, donc on fait un métier analogue, Amel et moi. J'ai aussi une petite dizaine d'années de regard sur cette logique d'ouverture au sens large, pas seulement logiciel, et peut-être c'est ça la contribution que je peux apporter aujourd'hui, et je me suis intéressé aux notions concurrentielles, aux notions de modèles d'affaires et surtout comment certains acteurs utilisent les logiques d'ouverture pour des besoins entrepreneuriaux ou de développement d'entreprise, avec aussi un spectre assez large sur la question des données, de la fabrication industrielle et puis bien sûr du développement logiciel. Et puis j'avais participé à quelques tables rondes ici il y a quelques années dans cette même enceinte et je suis ravi d'avoir été à nouveau invité par l'intermédiaire de Simon. Donc oui, on va commencer, je pense, par le côté un peu universitaire, voilà, enfin, sans que ce soit trop... C'est ce qu'on a mis un peu, hein, c'est un peu la théorie et les retours d'expérience, donc c'est un peu dans ce ordre-là, mais on va essayer de rendre ça quand même un peu interactif, hein, que vous vous ennuyez pas trop. Voilà, donc on commence par la partie aride, hein, c'est ça. Et après on parle aux vraies choses. Bon, alors peut-être pour commencer, ce que je peux faire, c'est... On est d'entre gens qui sont déjà bien dans le sujet, mais c'est vrai que pour reposer un peu la question de l'ouverture au sens large, ça peut être intéressant en préambule, et puis se demander un peu à quoi ça sert, quelles sont les promesses, et puis les enjeux de transformation qui vont être bien sûr au cœur de nos discussions ensuite. En fait, l'ouverture, depuis 20 ans, on la voit se propager dans le logiciel, dans les données, dans la fabrication industrielle, dans les démarches d'innovation en général. On voit bien sûr que ces démarches-là maintenant s'appliquent à des domaines qui sont très différents. Évidemment, les réalités sont différentes, mais il y a des points communs dans ces différentes démarches. Et peut-être qu'une façon de commencer à décrire ce dont on parle, c'est de dire qu'en fait, une démarche d'ouverture, c'est rendre les frontières de l'organisation poreuses. Et donc de dire qu'une démarche d'ouverture, quel que soit le sujet dont on parle, c'est accepter que des parties prenantes externes, qui soient des clients, des partenaires industriels, des concurrents, l'État, la régulation, s'invitent dans ce qui était normalement fermé au sein de l'entreprise, mais aussi qu'à l'inverse, l'organisation, elle s'engage dans des démarches
qu'elle n'a pas déclenchée elle-même et sur laquelle elle n'est pas la seule à capter de la valeur. Donc ça, cette notion de porosité, je pense qu'elle est assez intéressante parce qu'en fait, elle nourrit un paradoxe, parce qu'on voit bien, ou en tout cas un dilemme, on voit bien l'intérêt à rendre les frontières poreuses, on bénéficie de ce qui se passe à l'extérieur pour soi, hein, et donc on a immédiatement un intérêt et un bénéfice, plus d'intelligence, plus de rapidité, plus de qualité, plus de performance, si on prend les critères vraiment très, très économiques, hein, et puis il y a aussi des enjeux stratégiques qui sont associés à ces bénéfices. Donc, faire que d'autres s'engagent avec soi, il y a un intérêt très, très évident, mais à la fois, le fait qu'on s'ouvre et qu'on rende les frontières poreuses, on s'expose à l'extérieur un peu plus, et donc on prend des risques supplémentaires en termes de menaces concurrentielles, parce que si on s'ouvre, on laisse les gens rentrer, hein, et donc on laisserait le loup rentrer dans la bergerie, on laisserait l'ennemi ou le concurrent découvrir des secrets. Hein. En gros, on a un arbitrage entre de la création de valeur et de la capture de valeur. L'ouverture, ça permet de créer, en étant un peu caricatural, hein, ça permet une création de valeur beaucoup plus forte, mais à la fois, ça pose la question de comment on la capture ou comment on en garde. Alors évidemment, les organisations commerciales n'ont pas les mêmes contraintes, n'ont pas les mêmes enjeux que les organisations non gouvernementales ou même gouvernementales par rapport à ces questions d'ouverture. Donc voilà, je pense qu'en filigrane de nos discussions, on va certainement retrouver un peu ce dilemme création-appropriation. Ensuite, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que même si ces démarches se généralisent et qu'on en trouve des exemples nombreux, elles ne sont pas toutes de même nature. Elles ne sont pas toutes exactement comparables. Et on voit bien qu'au sein du logiciel, il y a des démarches d'ouverture qui sont très différentes, avec des degrés d'ouverture qui sont très différents, et tout n'est pas complètement comparable ni analogue. Une façon de présenter ça, c'est de dire qu'effectivement, les démarches se différencient en fonction, par exemple, de auprès de qui on ouvre. Est-ce qu'on ouvre auprès du public, du grand public? Est-ce qu'on ouvre auprès d'un écosystème identifié, choisi? Est-ce qu'on ouvre auprès d'une filière particulière, au sein d'une filière particulière? Ça permet déjà de différencier certaines initiatives. Bon. Ensuite, il y a un autre élément important, c'est qu'est-ce qu'on ouvre, hein, qu'est-ce qu'on ouvre? Est-ce qu'on ouvre du code? Est-ce qu'on ouvre des données? Mais quand on ouvre des données, est-ce qu'on ouvre les données brutes? Est-ce qu'on ouvre les données calculées? Est-ce qu'on ouvre seulement les indicateurs? On voit bien que là aussi, il y a une échelle, en tout cas, il y a des niveaux d'ouverture un peu différents. Et puis, un autre critère important, c'est pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on laisse les gens faire sur la base de cet actif ouvert? Est-ce qu'on leur permet d'utiliser? Ça, c'est en général, évidemment, le premier élément, mais est-ce qu'on leur permet de modifier? Est-ce qu'on leur permet de redistribuer? Bon, vous connaissez ça par cœur. Est-ce qu'on leur permet éventuellement de monétiser? Bon. Et on voit bien, si on prend déjà ces trois critères-là, que toutes les réalités ne sont pas analogues, et donc elles ne comportent pas les mêmes intérêts et puis les mêmes enjeux. Hein. Et donc, plutôt que l'image de l'ouverture au sens binaire, au sens où on est soit ouvert, soit fermé, il y a vraiment cette notion de configuration d'ouverture, hein, je pense. Mais donc ça veut dire que s'il y a des configurations d'ouverture, indirectement, chaque initiative d'ouverture, elle dessine en creux une démarche de fermeture. Parce que suivant là où on se sera mis sur les différents curseurs que j'ai cités, indirectement, si on ouvre auprès d'un échantillon limité de fournisseurs, ça veut dire qu'on n'ouvre pas auprès des autres. Si on ouvre les données calculées, ça veut dire qu'on n'ouvre pas les données brutes. Et c'est là où on voit que ces choix de configuration d'ouverture, ils ouvrent certaines possibilités de création de valeur, mais ils traduisent aussi une stratégie compétitive, concurrentielle, ou une stratégie de défense de leadership. Alors, récemment, parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent à opposer le secret des affaires à la démarche d'ouverture, en disant quand on est dans des environnements qui sont pour lesquels le secret est très important, les démarches d'ouverture sont plus faibles. En fait, on a de plus en plus de recherches récentes qui étudient spécifiquement les mécanismes qui permettent par exemple à des gens qui sont dans la défense de combiner des démarches d'ouverture au sens du co-développement entre concurrents, hein, ou au sein de filières, et une certaine préservation du secret. Donc on est en train de comprendre un peu mieux comment on est en train de se donner les moyens de dépasser le dilemme apparent
entre l'ouverture et la protection. Voilà, donc ça c'est peut-être un premier point pour dire, voilà, l'ouverture, ça se diffuse, mais c'est quand même pas toujours la même chose. Et puis surtout, une stratégie d'ouverture, indirectement, elle définit une stratégie de fermeture. Peut-être que le point d'après, c'est OK, tout ça, mais pourquoi? Enfin, c'est quoi les promesses qui sont associées à ces démarches d'ouverture, qu'il s'agisse d'innovation ouverte, qu'il s'agisse de développement de logiciels ouverts. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que là aussi, les recherches qui sont attachées à étudier ça mettent en avant des bénéfices qui sont de nature assez différente. Quand on réfléchit uniquement en termes managérial ou entrepreneurial, il y a des bénéfices liés à l'ouverture qui sont liés à la rapidité, souvent, qui sont invoqués. C'est-à-dire que quand on ouvre, on va, parce qu'on va pouvoir mobiliser des contributions externes, faire en moins de temps, produire en moins de temps que si on était seul. Bon, vous connaissez l'analogie avec la grossesse, hein, c'est pas en parallélisant 9 femmes pendant un mois qu'on arrivera à faire une grossesse. Donc il y a bien sûr des limites à la parallélisation. Mais en tout cas, il y a cette première promesse qui est l'efficacité, en fait, hein, l'efficacité, la productivité. Mais bien sûr, les promesses qui sont les plus souvent avancées ou les plus emblématiques, hein, elles sont liées à d'autres choses. Elles sont liées notamment au fait qu'on peut avoir des idées qui vont être de nature très différente de celles qu'on aurait eues si on avait eu un développement uniquement interne. Parce qu'on va justement mobiliser des gens qui ne sont pas dans le même environnement, qui ne sont pas dans le même écosystème, qui n'ont pas les mêmes contraintes, qui n'ont pas le même regard, et qui donc vont peut-être amener à produire des idées de nature assez différente. Et ça, c'est probablement, suivant les contextes, un bénéfice qui est parfois plus important. Donc, réduction des temps de cycle, réduction des coûts, mais aussi diminution du risque. Parce que si on s'engage à plusieurs par l'intelligence collective, normalement, on devrait avoir des idées un peu meilleures. Mais surtout, on mutualise les coûts ou on mutualise les risques. Et donc ça, c'est aussi un élément qui, de façon très opératoire, justifie, dans certains cas, ou en tout cas explique certaines démarches d'ouverture. Il y a certains environnements où, en fait, spécifiquement sur la question de l'innovation ouverte, donc qui n'est pas exactement celle du logiciel, mais qui, en fait, dans énormément de secteurs industriels très protégés, en fait, de façon un peu contre-intuitive, c'est l'innovation ouverte qui est la règle. Je prends l'exemple des laboratoires pharmaceutiques. Les études qui ont compté, qui ont mesuré quantitativement, conduisent à estimer que à peu près entre les 2 tiers et les 3/4 des nouvelles molécules sont développées sous la forme d'innovation ouverte, en collaboration au sein d'un écosystème. Ce qui peut être un peu contre-intuitif quand on sait le niveau de protection qu'il y a autour de ces actifs-là. Donc ça veut bien dire que même dans des environnements qui sont très protégés, la question de l'ouverture semble être une réponse qui peut apporter, semble être un mode d'organisation qui peut apporter des réponses. Mais si on va un tout petit peu plus loin, en fait, le cas vraiment emblématique dans lequel l'ouverture apporte le plus de bénéfices, c'est quand on est dans des situations d'innovation plutôt radicales, dans des situations où l'incertitude est plus forte. Et donc, dans ces cas-là, le bénéfice de l'ouverture est en comparaison plus fort que dans des situations plus routinisées ou plus habituelles. Ça ne veut pas dire qu'il est nul, mais ça veut dire qu'il est plus fort dans les situations d'incertitude. En gros, le troc ou l'arbitrage qui est fait, c'est un troc entre la diffusion et le contrôle. Plus les démarches sont ouvertes, plus elles favorisent leur diffusion, mais moins ceux qui y participent sont capables d'en contrôler précisément l'orientation et les bénéfices. Ça veut dire que dans ces promesses ou dans ces motivations, il y a autant des éléments transactionnels, productivistes, que des éléments stratégiques de contrôle d'une filière pour lesquels les enjeux sont bien plus forts que les jours-hommes de développement logiciel. Et puis je terminerai juste peut-être sur un point pour ensuite ouvrir sur nos autres contributions sur ce sujet-là.
sur les enjeux qui sont associés dans une entreprise, mais là-dessus je fais juste une ouverture puisque vous allez l'un et l'autre en parler bien plus précisément, pour les entreprises qui s'engagent dans ces démarches, en fait on constate qu'il y a bien sûr des questions de compétences, il y a bien sûr des questions liées à la maîtrise technologique, il y a des questions techniques parfois qui se posent, mais qu'en fait les freins les plus souvent évoqués sont des freins qui sont plutôt de gouvernance, qui sont des freins organisationnels, qui sont même parfois des freins en termes de conception de la valeur et de son appropriation au sein d'une entreprise. On sait qu'il y a des entreprises qu'on pourrait classer plutôt comme des prédatrices ou qui se voient plutôt comme étant l'organisateur de l'écosystème et puis d'autres qui se voient plutôt comme contributrices. Et effectivement, ça a un impact sur la capacité de ces organisations à s'engager. Donc ça veut dire que la question de l'ouverture, dès lors qu'on se pose la question de pourquoi s'ouvrir et comment on s'ouvre, c'est avant tout une question managériale et une question organisationnelle plus qu'une question de dispositif technique. Ça veut donc dire que l'ouverture, elle s'inscrit dans une stratégie plus large. Et probablement qu'on trouvera certains échos entre ce que vous allez nous dire et les stratégies au sens plus large de votre organisation. Donc, l'ouverture, c'est une configuration plus qu'un interrupteur. L'ouverture, c'est aussi décider de la fermeture. Et donc, il ne faut pas être naïf là-dessus. Il faut bien avoir revendiqué ça. Et puis, l'ouverture, c'est stratégique au sens où c'est le fruit ou l'expression d'une stratégie plus globale au sein de l'organisation. Alors là, on a fait un grand tour, effectivement, sur tout ce qui est ouvert. Et puis, je pense qu'on est tous assez familiers du concept. Donc, je ne vais pas forcément ajouter énormément, mais je souhaiterais juste reprendre par rapport finalement au titre de cette présentation, les bénéfices. Et effectivement, souvent, ce qui est amené sur le devant de la scène quand on parle d'open source, c'est vraiment les bénéfices, les avantages, les éléments positifs de création de valeur. Néanmoins, moi, je suis un petit peu celle qui va aller fouiller du côté sombre des choses. En tout cas, le côté sombre, en tout cas, c'est un côté qui peut être négligé ou en tout cas peu étudié, notamment dans la recherche, en fait, au niveau des universités et des chercheurs. C'est toute la dimension, finalement, concurrentielle, prédatrice, qu'on peut quand même voir, que ce soit dans des communautés open source, entre des développeurs, des ingénieurs qui vont vouloir gagner davantage en visibilité, en compétences, avoir les accès, augmenter aussi leur valeur sur le marché du travail potentiellement. Donc il y a tout ce côté-là compétitif entre les individus qui contribuent. Donc il y a des bénéfices évidemment à contribuer à des communautés open source, mais il y a également ce côté finalement un petit peu plus conflictuel, ces tensions en tout cas. Et entre les entreprises, donc quand on est un éditeur et qu'on ouvre sa solution, on va avoir des éditeurs, des intégrateurs qui vont venir proposer la solution, qui vont se faire concurrence entre eux. Ils ont accès aux mêmes données, aux mêmes informations, et parfois même on a ce qu'on appelle la coopétition, quand on va collaborer pour améliorer un produit commun qui nous est tous bénéfique, mais ensuite sur le marché on va trouver des solutions pour quand même dégager un avantage concurrentiel et arriver finalement à tirer son épingle du jeu et avoir le client pour soi. Donc on a même parfois c'est ce qu'on appelle la coopétition, en tout cas le fait de coopérer avec un compétiteur, et on voit cette coopétition qui peut même s'opérer entre un éditeur et un intégrateur qui vont tous les deux proposer de la formation, qui vont proposer certains services, qui vont faire de l'overlap finalement entre certains services. Donc tout ce côté finalement, le bénéfice, il est là, il est certain, on en est tous convaincus. Mais pour pouvoir vraiment profiter de ce bénéfice, de cette valeur ajoutée, de cette vitesse dont tu parlais, de ces économies, de ces dynamiques très positives, il faut aussi pouvoir savoir gérer ces dimensions concurrentielles, ces tensions qu'on peut voir dans les communautés. Et je pense que là, les exemples qu'on va avoir, notamment à travers du projet Open Rail de la SNCF,
j'ai suivi un petit peu, on va voir que finalement, il y a des éléments de concurrence qui peuvent être très positifs. Finalement, la concurrence, ce n'est pas quelque chose de négatif foncièrement. Ça peut accélérer l'innovation, ça peut être un stimulant très fort pour innover et pour justement augmenter les bénéfices de l'open source. Donc, le côté concurrentiel est inhérent à l'open source et il est même peut-être finalement à son fondement quelque part, puisque finalement, c'est... L'open source, il y a des forces qui se sont unies, des forces opposées, concurrentielles qui se sont unies contre un plus grand méchant loup qui était anciennement Microsoft, qu'on retrouve aujourd'hui partout. Mais voilà, l'historique, c'est quand même d'avoir une coopétition entre des acteurs qui font de l'open source pour imposer l'open source sur le marché. Et puis... derrière, il faut quand même arriver à gagner des clients. Et donc, les bénéfices, certainement. Mais pour pouvoir profiter de ces bénéfices, il faut pouvoir savoir profiter, travailler avec les concurrents qui sont en place. Et ce matin, la conférence, j'ai l'impression que la thématique globale quand même de cette année, c'est la souveraineté numérique. Et ces questions de souveraineté numérique, on en parlera également par la suite. Mais je pense que la coopétition, les stratégies de collaboration avec des concurrents est au cœur de la façon dont on pourra mener à bien la souveraineté finalement de notre système d'information, de nos données pour le futur. Et il ne faut pas forcément travailler en opposition avec un bloc américain très libéral et puis nous, un bloc très protectionniste, mais avoir des dynamiques coopétitives où on va travailler finalement dans des systèmes qui sont en compétition. Donc ça c'était la partie un petit peu sur la concurrence et la compétition qui peut être finalement positive et qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut étudier, que ce soit au niveau individuel tout autant qu'au niveau des entreprises. Et ensuite sur les axes de valeur, c'est vrai que quand on parle de bénéfices, mais de quel type de bénéfices ? Effectivement, on parle de vitesse, d'innovation, mais plus globalement, on a justement des bénéfices qui peuvent être tout à fait basiques, on va dire économiques, financiers. Et donc ça, c'est toutes les questions aussi de modèles économiques. On a des tracks entiers sur les modèles économiques tous les ans ici à la conférence parce qu'on est encore en recherche de quelque chose d'optimal, on est encore en train d'expliquer comment ça marche, comment on ouvre tout en continuant de fermer, en profitant quand même du modèle. Donc il y a ce côté très financier, mais il y a aussi toute la partie finalement qu'on appelle aujourd'hui RSE, donc bénéfice social. L'open source, ça a aussi un bénéfice social, environnemental aussi. On peut faire des économies d'énergie en essayant de mutualiser du code, ne pas réinventer, ne pas dupliquer, essayer de reconstruire sur des choses existantes. Donc toute cette partie-là, tout ce volet aussi sur le bénéfice plus général de l'open source, au-delà du bénéfice économique, sont des éléments importants à prendre en considération, et le bénéfice effectivement sur en termes d'indépendance finalement, de souveraineté, comment l'open source peut contribuer à développer une certaine autonomie, si on peut dire, ou une certaine nous permettre en tout cas de poursuivre dans une vision de la vie privée qui est finalement qui nous est assez propre au niveau européen. Et comment la faire partager à d'autres acteurs. Donc je pense que cette question des bénéfices, il faut aussi la voir sous différents angles. Ce n'est pas forcément uniquement un bénéfice économique ou en termes d'innovation, de rapidité d'innovation. Il y a aussi des bénéfices, finalement des effets positifs à considérer par ailleurs. Donc je pense qu'avec les deux exemples qu'on a ici, peut-être Lucienne, tu vas commencer à parler de ton expérience, de la fondation, et puis ensuite on finira avec Simon. Très bien, ça va, on est tranquille, sachant qu'il y a pas mal de points qui ont été mis en avant, donc il faut pas les oublier pour essayer d'y répondre. Alors côté RTE, on est venu à l'open source, alors initialement pour des motivations de transparence et de diffusion d'idées. Donc l'objectif c'était de s'ouvrir pour donner confiance dans ce qu'on fait en tant qu'opérateur de service public, et puis dans le cadre de collaboration qu'on avait au niveau européen. Et ce n'est que dans un second temps que l'on a découvert qu'il y avait d'autres industries en avance sur nous dans ce domaine qui utilisaient l'open source comme un modèle de coopétition, effectivement,
et donc des entreprises en concurrence qui tiraient des bénéfices faramineux de ce modèle de collaboration particulièrement efficace. Et donc là, ça a été un peu un déclic pour nous parce que, alors ce qu'il faut savoir, c'est que du côté des opérateurs de réseaux électriques, on est dans un contexte on parle de transition énergétique, donc dans un contexte de bouleversement de nos pratiques passées. Donc il faut qu'on réinvente un certain nombre de process pour accueillir de nouvelles formes de production et de consommation d'électricité. Et pour cela, le logiciel va avoir une place très importante. Donc il s'agit de développer de nouvelles solutions logicielles. Ça a un coût. Et par ailleurs, on est dans une dynamique assez rapide. Et encore plus, enfin ça c'était il y a quelques années, dans le contexte actuel, la situation est pire encore. Mais donc, on a vraiment une pression sur le temps. Donc, on a une pression à la fois sur la qualité de nos développements logiciels, le temps et les coûts. Et donc, constater que d'autres acteurs ont trouvé un moyen de contourner ce nœud-là au travers de collaborations open source, ça a été un déclic pour nous. On a pu voir différentes initiatives dans des domaines comme Internet Cloud, mais aussi dans des domaines un peu plus traditionnels, comme les réseaux de télécom, qui nous parle un peu plus. On a pu faire un certain nombre d'analogies. Et donc, c'était en 2018, on s'est dit, faisons le pari. Si ça fonctionne dans ces autres domaines et qui, en plus, sont entre concurrents, alors sachant que nous, en tant qu'opérateurs en monopole, on est moins sensible à ces questions de concurrence. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais on s'est dit, pourquoi ça ne marcherait pas dans le secteur de l'énergie? Donc, on s'est associé à la Linux Foundation. On a collaboré ensemble pour créer Linux Foundation for Energy, donc, qui est une fondation dédiée à notre secteur. Et puis, on a eu la chance de voir cette fondation croître en termes de membres, en termes de projets. Donc, ça a été un beau succès. Et donc, ça nous a permis de rentrer dans le monde de l'open source par une porte qui n'était pas la porte habituelle. Généralement, les gens sont consommateurs, apprennent à consommer et puis ensuite créer des projets. Nous, on a commencé par créer une fondation, puis ensuite on a appris à consommer l'open source. Et consommer l'open source proprement, c'est pas le plus facile d'ailleurs, petite parenthèse. Alors, nos motivations dans ce cheminement-là, alors, on a appris de ces autres industries. Il y a une motivation autour des gains d'efficacité au travers de la mutualisation. On a des problèmes communs à résoudre. Si on peut se mettre ensemble, on économise du temps, de l'argent, de l'effort de développement. Voilà. Il y a aussi un bénéfice qu'on a très vite constaté en termes d'innovation. Parce qu'au-delà du fait de pouvoir se mettre à plusieurs, le fait de pouvoir travailler avec des compétences qu'on n'a pas en interne, et on ne pourra jamais embaucher tous les meilleurs experts de tous les domaines auxquels on est confronté, il faut être réaliste. D'autant plus pour RTE, qui n'est pas une entreprise logicielle et qui n'est pas forcément la plus attractive sur le marché du logiciel. Donc il y a ce bénéfice en termes d'innovation, se mettre à plusieurs. Voilà. Du point de vue du business model et de la sensibilité, pour nous, c'était, on va dire, peut-être relativement facile, puisqu'on n'est pas éditeur de logiciels. Donc, c'est pas notre... Et puis, les quelques tentatives passées n'ont pas été faramineuses. On n'a pas la culture d'un éditeur de logiciel, donc il faut qu'on reconnaisse ça. Donc, de ce point de vue-là, ça a été plus facile. Mais il y avait aussi comme élément déclencheur le fait qu'on n'était pas totalement satisfait avec l'alternative qu'on avait jusqu'alors, qui était de dire, est-ce qu'on développe en interne ou est-ce qu'on achète sur étagère? Et quand on est... première chose, c'est que quand on est dans une phase de transition, d'évolution, l'approche traditionnelle qui est d'acheter des gros systèmes sous forme d'appel d'offres, donc ça prend un temps fou. On passe un temps fou dans les phases d'appel d'offres, de spécification de besoins, ensuite de sélection. Et puis, au final, quand les projets arrivent, nos besoins ont évolué. Donc, il y a une inadéquation. Et ensuite, faire évoluer des systèmes propriétaires, c'est très coûteux parce que le modèle de concurrence fait que les fournisseurs se rattrapent sur l'évolutif. Donc, ça nous allait pas complètement. Et par ailleurs, refaire en interne soi-même, c'est un peu réinventer la roue. Donc là aussi, on n'est pas expert de tous les domaines IT auxquels on est confronté, donc ça ne serait pas logique de tout faire. Donc on a aussi vu dans l'open source un moyen de faire avec les autres en ayant un meilleur équilibre entre qu'est-ce qu'on achète à l'externe, et comment on s'assure que ce qu'on fait en interne, ce qu'on achète à l'externe, il n'y a pas de lock-in et on est capable de le construire de manière incrémentale. Voilà. Un peu comme dans une maison, si on veut rajouter de la tuyauterie, s'il faut remettre en appel d'offres pour réacquérir une maison parce que la maison est fermée et qu'on ne peut pas rajouter de tuyaux, c'est un peu dommage. Donc c'est un peu ces aspects-là. Du point de vue de qu'est-ce qu'on
qu'est-ce qu'on garde fermé? Alors ça, c'est une bonne question, parce que précédemment, en fait, on était dans une approche très protectrice. C'est-à-dire, on brevette, on protège au cas où. Alors c'est soit au cas où, si jamais un jour on avait une idée de valorisation, soit de manière défensive. C'est-à-dire qu'on pose le brevet, comme ça personne ne pourra nous empêcher de l'utiliser. Et on a essayé d'inverser un peu la démarche. Alors d'une part, c'est pour la partie défensive. L'open source est déjà un bon outil, parce que finalement, quand on diffuse ses axes, son patrimoine, son actif en open source, c'est déjà une protection. Ça veut dire qu'on reconnaît d'une certaine façon la paternité. Et puis deuxièmement, c'était de se dire, mais inversons la logique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de se dire qu'en gardant les choses fermées, on va tirer de la valeur, et comment on va le faire? Et si on ne le fait pas, si on n'a pas ces idées-là, est-ce qu'il ne faut pas partir directement vers l'ouverture? Parce que si nous, on n'a pas les idées, peut-être qu'en mettant les choses sur la place publique, ça va faire émerger un marché, des idées. Et peut-être que comme ça, demain, on aura peut-être quelqu'un qui nous apportera des solutions sur notre base. Alors, garder les choses fermées sans les exploiter, c'est probablement le pire des scénarios. Voilà, donc voilà pour les bénéfices. Alors après, une fois qu'on s'est jeté à l'eau, on a beaucoup appris, et là on a constaté un certain nombre de gains, de bénéfices qui n'étaient pas forcément soupçonnés au départ. Plusieurs choses. Alors d'abord l'onboarding. Quand on va faire de l'open source, on a un onboarding par les communautés qui est assez phénoménal, c'est-à-dire que ces communautés, elles ont appris depuis des années dans diverses industries, et quand on arrive, on dit voilà, les meilleures pratiques, c'est ça. Et les meilleures pratiques, c'est ça, les licences reconnues, c'est ça, etc. Et ce cadre, finalement, organisationnel et de gouvernance, il coûte pas cher à mettre en place, en fait. Il est quasi gratuit, alors que quand on est dans des modes de consortium un peu sur mesure, ça coûte toujours, quand on crée des joint ventures, on dépense des fortunes pour essayer de caler les choses juridiquement, etc. Donc là, il y a un aspect très intéressant. Et au-delà de ça, le côté que j'aime bien, c'est la systématisation. C'est-à-dire qu'on a appris sur un projet, on a besoin de faire la même chose sur un projet similaire, copier-coller. Il y a juste à changer l'objet du projet, et on a un nouveau cadre de gouvernance qui fonctionne. Avec des partenaires différents, mais ça fonctionne. Donc cette systématisation est assez puissante. Après, on a constaté aussi le cadre d'émulation qui vient de l'open source. Donc on a nos projets qui sont exposés à l'externe, on s'expose à l'externe, on s'ouvre, donc ça impose une certaine rigueur. Par ailleurs, on a un certain nombre d'exigences en termes de documentation, le fait d'aller prendre en compte des besoins tiers, donc plus seulement se développer en fonction de nos propres besoins, mais se dire oui, mais est-ce que ça fonctionne si on regarde le point de vue de l'autre acteur? Ça force à une certaine modularité et évolutivité, in fine. Et donc, du coup, ça nous permet aussi à ce que nos développements répondent mieux à nos besoins futurs qu'on n'a pas encore anticipés. Donc, il y a cet aspect-là, le côté aussi du point de vue des développeurs, le sentiment d'appartenir à un tout qui est plus grand que le projet qu'il y avait en interne, qui est source de motivation remarquable. On l'a constaté aussi dans les recrutements, et ça dans un contexte de concurrence sur les bonnes compétences de développement, les profils, sachant que RTE, un bon développeur, il ne va jamais se dire j'ai toujours rêvé de travailler chez RTE, en fait. Donc voilà, il citera d'autres entreprises. Donc, quand on commence à leur dire venez travailler pour la transition énergétique en open source, là ça plaît. Voilà. Et ça compense d'autres aspects qui sont peut-être moins avantageux chez nous. Donc il y a cet aspect, et tout ça contribue à l'émulation, à la motivation et à la qualité finalement de ce qui est développé. D'autres bénéfices, je ne vais pas trop m'étendre dessus, sinon je vais consommer les 20 minutes. Non, mais parce qu'il y a d'autres points qui étaient soulevés. Sur la partie, je te laisserai parler de la partie concurrence, parce que finalement, nous, on n'a pas trop ce sujet-là, si ce n'est l'émulation entre équipes de développement. Il y a aussi le côté, ça c'est un point très intéressant. En fait, cette ouverture, elle permet aussi des choses imprévues, des opportunités imprévues. Ce que je veux dire, c'est qu'on a constaté au travers de LF Energy, notre principal partenaire dans le cadre de LF Energy aujourd'hui, c'est un acteur qui s'appelle Alliander, qui gère les réseaux de distribution aux Pays-Bas.
c'est un acteur avec lequel on n'avait jamais travaillé auparavant. Je connaissais à peine son existence. Et puis, ces collaborations, ces cadres ouvertes nous ont permis de nous rencontrer, de partager des problématiques communes. Et au-delà même des projets open source, on a 4 projets collaboratifs ensemble actuellement, mais on a même tissé d'autres ramifications comme des partenariats de R&D, etc. Et c'est ce que permet l'ouverture, c'est-à-dire qu'un cadre fermé, il va avoir son objet, et dès qu'on va vouloir sortir de l'objet, ça va être des discussions juridiques à n'en plus finir sur est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas, est-ce que l'autre veut bien que je le fasse. Voilà. Alors, si on prend un autre exemple, je pense de toute autre envergure par rapport à ce qu'on fait nous, mais ça peut être aussi le cas pour Linux, par exemple. Système d'exploitation qui a été pensé au départ pour les PC, les ordinateurs individuels, est-ce qu'il aurait pu aussi facilement se développer pour être la référence sur les serveurs et la référence sur les plateformes dans un schéma fermé, alors que ce n'était pas du tout l'intention de dire, ça n'avait pas été prévu pour. Et on voit que les systèmes propriétaires ont eu beaucoup de difficultés à faire ces diversifications-là. Voilà. Et sur la souveraineté, peut-être rapidement, avant de céder la parole. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, la souveraineté, donc RTE est un opérateur d'infrastructure vitale. Donc, pour nous, l'enjeu de souveraineté, c'est comment assurer la maîtrise technologique qui permet de garantir la sécurité, la sûreté d'alimentation électrique dans le pays aujourd'hui et demain. Mais ça, à ressources et capacités limitées. Donc, ce qui veut dire que des notions comme l'indépendance, l'autarcie, c'est pas une option pour nous en fait. Ça marche si on avait des capacités infinies, on pourrait tout refaire nous-mêmes. Voilà. Mais quand on a un contraint sur le temps et les capacités et ressources, c'est une illusion. Et c'est là que l'open source devient un modèle intéressant parce que ça donne les moyens d'avoir de l'influence des leviers en ayant une contribution mineure au développement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être contributeur majoritaire pour avoir une influence. On constate d'ores et déjà au travers de nos retours d'expérience qu'aujourd'hui, dans ces projets open source, on a beaucoup plus d'influence sur l'écosystème qu'on en avait avant en tant qu'acheteur, d'autant plus qu'on est petit acheteur, donc d'un point de vue du fournisseur, on ne représente pas grand-chose dans son chiffre d'affaires. Mais donc ça suppose, pour que ça marche, ça suppose d'être acteur des communautés. Ça veut dire que pour tirer des bénéfices de souveraineté, il faut aller s'impliquer dans les communautés ou, à minima, il faut aller prendre son écosystème proche et l'inciter à aller s'impliquer dans les communautés pour avoir de l'influence sur ce qui s'y passe. Et ça, c'est important. Et c'est de ce point de vue-là que il ne s'agit pas que d'open source ou de licence ouverte. Le cadre de gouvernance qui est autour est essentiel. Il faut qu'il permette un certain nombre de règles de méritocratie et d'ouverture et d'inclusion qui font que on a des garanties que la communauté ne va pas être noyautée par un ou deux acteurs ou une ou deux zones géographiques. Voilà. J'ai été bavard. Je ne sais pas combien. Vous vouliez réagir, que vous aviez des questions à poser à Luciane sur ce qu'il vient de dire, une question avant que je démarre. Sur la question des ressources, quand tu parles des ingénieurs, c'est vrai que ça c'est un point finalement, quand on pense aux axes de valeur, finalement ça fait partie d'un des axes les plus importants qu'on va essayer de développer et de s'approprier en quelque sorte, parce que c'est là-dessus que repose finalement toute la différenciation qu'on va pouvoir avoir sur le marché. Et quand tu disais que vous n'êtes pas forcément en situation de concurrence, pas sur l'activité en elle-même, mais sur les ressources qui vous permettent de développer et de maintenir votre activité, il y a effectivement une dimension concurrentielle qu'on voit très bien apparaître là dans ce que tu décris. Oui. Tout à fait. Oui. Bon, alors, sur le papier, il reste 5 minutes. Donc, le cas de la SNCF par rapport à ce qui vient d'être dit. Nous, on est petits en fait dans cette histoire-là. On n'est pas aussi loin que LF Energy. En fait, moi, j'ai rencontré Luciane en 2019 où il m'explique ça. Et le parallèle avec ce qu'on pourrait faire côté SNCF, il est énorme. C'est-à-dire que RTE, c'est un réseau électrique et nous, on a un réseau ferré. Et ça se passe dans l'Europe. Et puis il y a un régulateur européen, il y a un régulateur européen. Et puis ce serait bien si c'était interopérable. Ah bah ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Donc il y a un moment, on s'est effectivement posé cette question-là.
Et donc, alors après, je vous passe les détails, mais c'est vrai, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est par des individus, en fait. Pour présenter, moi, je m'occupe de l'open source à la SNCF depuis 2013, mais je suis tout seul. Je suis un résistant dans ma boîte. C'est-à-dire que j'essaye d'évangéliser des gens depuis 2013, mais j'arrive à de plus en plus de résultats. J'y reviendrai à travers d'autres exemples qui rejoignent, mais même si c'est un peu tordu, parce que c'est de la politique ouverte, un peu, on va dire, mais qui font qu'on gagne en influence et on finit par parler aux personnes qui sont capables d'écouter, qui ont envie d'entendre. Et donc, j'ai trouvé un Allemand, et puis j'ai trouvé un Allemand qui faisait la même chose que moi, et puis un Suisse, et puis on a trouvé l'Association internationale des chemins de fer, qui avait déjà émis l'intérêt de ça. Et donc, ce qu'on est arrivé à faire en montant, donc c'est là où Amel nous a accompagnés, dans l'idée de créer une fondation donc, pour le rail, donc, qui s'appelle du coup Open Rail Foundation, qui a pour objectif de construire du logiciel métier en open source. Mais pourquoi ? C'est pas par et ça va revenir à pourquoi on a commencé avec l'open source. Au démarrage, pour nous, c'est vraiment qu'un problème financier. C'est-à-dire qu'on paye des licences Oracle, on paye des licences... et on a envie de passer à autre chose. Et donc, on dit, prenons quelqu'un qui va avoir pour mission de promouvoir l'open source à la SNCF. Et ça commence par ça, vouloir bêtement faire des économies. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et comme moi, tout seul, j'arrivais à faire rien, parce que, mais que font les autres ? Donc on va dans les salons comme aujourd'hui, on regarde ce qui se passe et finalement c'est les user groups quoi. Alors le user group c'est les gens qui ont les mêmes problématiques qui discutent quoi. C'est un peu comme les alcooliques anonymes, hein, c'est ce que je dis des fois. J'ai des problèmes, ah bah toi aussi, bah parlons-en. Et donc ça a donné lieu à un premier groupe sur PostgreSQL où justement, voilà, ils sont sur le stand A20 Tozit là, et le deuxième groupe c'est Tozit, qui est une association de grands comptes qui collabore sur l'open source. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Luciane. Mais je viens, moi, de faire des économies, et puis progressivement, on va sur Postgre, puis sur Tozit, et c'est le fait de prendre du temps, de discuter avec les autres, qui fait que j'ai encore rien démarré quasiment côté SNCF. Il n'y a pas de stratégie open source, il n'y a pas d'OSPO, il n'y a pas tout ce dont on peut entendre parler aujourd'hui. Mais par contre, le terrain est préparé. Et le fait d'animer donc moi je fais que animer les trucs en fait, c'est-à-dire que j'anime le Postgre, j'anime Tozit, mais je fais parler les gens et donc j'apprends et cette ouverture permet d'être un peu en avance de phase et puis mine de rien je capte vachement d'infos quoi, c'est de la veille gratos hein, pour moi, c'est hyper et donc ça m'a permis du coup de monter Open Rail Foundation et où il y a un côté stratégique, c'est que du coup, à partir du moment où c'est l'Union internationale des chemins de fer qui dit « mais oui, l'open source, c'est une bonne idée, faisons-en ». Donc c'est même l'UIC, du coup, qui a à un moment financé un peu la réflexion autour de comment on peut faire, quelles sont les étapes, etc. Et donc, du coup, ça va s'imposer sur la SNCF, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis un résistant à la SNCF et par en bas, j'arrive à rien faire monter. Mais si je réussis, ce qu'on arrive à réussir à faire sur l'Open Rail Foundation, c'est finalement créer quelque chose qui soit transverse à toutes les entités ferroviaires et qui va finalement forcément retomber sur la SNCF au plus haut niveau, en fait, hein, parce que ça deviendra incontournable. Et donc, pourquoi on fait ça hein, c'est parce que, là encore, hein, il y a aussi une logique financière. On est emprisonné, pas que sur le logiciel, et aussi sur le matériel, avec du vendor locking, hein, où on ne peut pas accéder au logiciel qui opère, etc. Et ça, dans toute la stack industrielle, alors je ne sais pas si chez RTE c'est pareil, hein, mais dans toute la stack industrielle, c'est-à-dire dans le train, la signalisation, enfin... Bon, et d'ailleurs, c'est compliqué pour quelqu'un qui vient de l'IT, parce qu'il faut se mettre à faire du ferroviaire, en fait, alors que ça fait 15 ans que je bosse à la SNCF. Voilà, donc pour revenir sur les sujets d'ouverture et les bénéfices, c'est que si on n'ouvrait pas, ce serait juste colossal, tout seul, c'est impossible en fait. C'est juste énorme. À appréhender tout ça. Et les bénéfices de ces groupes, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que soi dans tel ou tel domaine. En fait. Donc on apporte sa compétence qui va être par exemple l'animation, et les autres vont apporter une autre compétence sur les licences, sur les stratégies. Voilà, donc ça c'est un peu les questions. Et tu parlais de ce qu'on ouvrait, ce qu'on fermait. Donc c'est pas encore établi chez nous. On a ouvert des choses déjà en open source. Il y a un exemple qui est l'outil de chatbot TOC. Mais c'est pas simple d'ouvrir, parce que ouvrir, ça veut pas dire que ça va trouver son public non plus.
faut en faire vachement de travail de promotion. Alors derrière ça, on parlait un peu à un moment, je sais plus, tout le travail qu'il y a derrière, quel est l'effort que ça demande en fait de mettre un code ouvert, c'est colossal, hein, mais c'est aussi du bénéfice. C'est-à-dire que si je vais l'ouvrir, je vais peut-être coder un petit peu mieux, puis je vais peut-être un petit peu plus documenté, et puis je vais peut-être être un petit peu plus modulaire, et mine de rien, on fait de la meilleure qualité. Mais c'est un effort, mais en contrepartie, je montre mon code au reste du monde, et d'autres gens l'utilisent et font « Ah bah tiens, c'est sympa ». Donc il y a toujours ce truc, je donne, mais je reçois, et moi je voudrais revenir sur l'aspect humain dont tu parlais, sur le frein organisationnel, qui pour moi est le frein vraiment majeur, et il y a un gros parallèle avec... je ne sais pas si vous suivez un peu Reinventing Organization, Frédéric Laloux, les trucs, organisation Opal, un peu ce genre de trucs-là. Et moi, je trouve qu'il y a un parallèle saisissant. C'est-à-dire que dans l'organisation, on vient d'un mode un peu Taylor, surtout dans les boîtes comme la SNCF, hein, et dans les grands groupes qui sont autour de Tosit aussi. Il y a le chef, le N+2, et puis finalement, quand il y a deux personnes qui doivent se parler, il faudrait presque que ça remonte au chef commun. On a du mal à parler, à donner aussi de la liberté aux gens, à laisser de l'initiative. Or, dans l'open source, c'est la règle. C'est comme ça que ça marche. Et donc, la transformation de l'open source dans une boîte comme la SNCF, c'est aussi une transformation d'organisation. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile. C'est que c'est pas simple. Comme tu le disais, c'est pas qu'un sujet technique. C'est vraiment un sujet de fond, de comment toute la boîte fonctionne. Donc, il y a beaucoup de lobby, beaucoup d'acculturation, beaucoup de pédagogie à faire. Moi, je me suis un peu... je sais pas si... Mais... voilà, moi, c'est ce que je peux dire, en tout cas, côté SNCF. On suit l'exemple de ceux qui sont partis devant. Je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir un peu le vernis aussi, conceptuel derrière. Hein, et il y a des choses que vous avez dites qui font réfléchir, parce que c'est comme ça qu'on identifie les freins aussi. C'est-à-dire que mettre des mots sur les freins, ça aide toujours, en fait. Alors, sur les bénéfices, concrètement, sur OpenRay Foundation, on n'a encore pas déposé les statuts, hein, donc la fondation, techniquement, elle n'existe même pas encore. Mais on échange très régulièrement, et donc, de toute façon, c'est un truc... donc, il y a les Suisses, les Allemands, les Français, on dirait une blague, mais non. C'est plutôt les Allemands et les Français, on était en avance avec une personne dédiée. Les Suisses sont arrivés en cours de route, ils ont beaucoup plus d'argent que nous. On peut le dire concrètement. Et alors, eux, ils ont tout de suite saisi l'intérêt business de la chose et l'intérêt aussi pour le citoyen. C'est-à-dire qu'en Suisse, apparemment, il y a une vraie sensibilité à dire j'ai de l'argent public, alors j'en fais quelque chose, je fais des communs avec. Et donc, ils ont pris le chemin en route, mais ils sont devenus hyper actifs, quoi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, alors qu'ils venaient de nulle part, ils ne connaissaient pas le sujet, ils ont mis énormément d'énergie. Et donc, ils ont organisé un hackathon pendant l'été. Ils sont passés de personnes à 3 personnes pour 1,5 équivalent temps plein. Et ils ont un rapport business. Ils vont chercher des projets. Ils font des démos. Et ils nous disent, tiens, ça, pourquoi on ne l'ouvrirait pas? Et donc, même nous, ça percute. Parce qu'il y a des projets. Mais ça percute. Et des fois, ça percute, ça gratte. Parce qu'ils ont fait un truc qui est vachement bien. Ils le montrent. Ils disent, pourquoi pas, on pourrait l'open sourcer. Et puis nous, on fait... tu as fait le même projet, ça t'a coûté un œil, et tu fais « Ah oui, alors qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc ça va effectivement poser des questions d'ego, poser des problèmes d'ego. C'est qu'à un moment, est-ce qu'il vaut mieux aller sur une solution commune en open source ou continuer avec notre propre solution? Quand c'est avec un éditeur, c'est un peu différent parce qu'on paye, donc on a toujours ça. Enfin voilà. Donc les bénéfices, ils sont déjà là, c'est qu'on a vraiment ouvert les chakras, et on a ouvert en fait, mais ce dont on se doutait, hein, on a ouvert un peu les capots des uns et des autres, et on fait, tiens, on a le même... moi aussi, j'ai une pompe à eau, moi aussi, j'ai une batterie. Voilà. Et donc, les bénéfices, ils sont déjà là, quoi. C'est immédiat, en fait. C'est immédiat, tu fais parler les gens, et ça fait des externalités positives, quoi. Et puis, ça met tout le monde dans une dynamique de faire quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que soi. Voilà, j'arrête. Est-ce qu'il y a des questions parce qu'on a dépassé? Non, c'est pas passionnant. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais répéter la question. Bon, moi, c'était juste une remarque. Je travaille dans une entreprise éditeur intégrateur de solutions libres. Donc je me réjouis de vous entendre prononcer le mot de commun. C'est vraiment fondamental. Je me réjouis aussi de ce que vous avez signalé sur l'aspect humain.
Donc, ouais, donc, il y a peut-être une question, mais c'est une remarque, mais je vais le dire. Voilà. Donc, c'est une remarque de la part d'une entreprise qui est plutôt éditeur de logiciels et qui dit qu'il se réjouit d'entendre le mot de commun, mais c'est vrai que dans TOSIT, en tout cas, si vous allez voir le stand, c'est vraiment l'objet, c'est vraiment, on est des consommateurs d'open source, tous ces grands groupes. On veut effectivement plutôt travailler à redonner et à faire des choses, mais ça peut être bassement à notre intérêt, parce que si c'est des communs, c'est des trucs qu'on n'achètera plus. Voilà. Et le deuxième volet, c'était, tu voulais insister sur l'aspect humain et le fait que ça dépasse, mais sinon il faut peut-être mieux parler dans le micro directement. Ah bah oui, non, on fait le service après-vente. Le but du jeu, c'est de faire le service après-vente. Donc typiquement, tu veux parler peut-être, mais vite fait sur le produit Chatbot Talk, par exemple, mais comme je dis, ça tient souvent sur des individus qui sont des passionnés. Et le papa du truc, il a envie que son produit grandisse, et donc il va y passer du temps, y compris un peu le soir, et puis il va prendre le temps de répondre aux gens, parce que tu ne crées pas une communauté si tu n'es pas disponible pour ta communauté. Donc oui, c'est... c'est ce que moi j'aimerais qu'il se passe, mais pour le moment, ce câblage-là, il n'existe pas en fait. Ouais. Peut-être pour ajouter sur ce point-là, donc effectivement, les projets que l'on initie ou que l'on rejoint, donc ce sont des projets dans lesquels on implique nos contributeurs. Après, je ne cache pas que parfois on a des petites frictions entre la roadmap interne et la roadmap communautaire. Et surtout quand on est porteur du projet initialement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse la place pour les besoins des tiers si on veut que la communauté grossisse. Et donc, il faut parfois qu'on fasse comprendre à notre métier que leur feuille de route va peut-être être un peu plus lente à se réaliser parce qu'à moyen terme, on a intérêt à ce qu'il y ait d'autres contributeurs. L'autre chose qu'on fait aussi, et on a beaucoup travaillé sur nos cadres d'achat, c'est-à-dire avoir dans notre closier d'achat qui est utilisé par les projets des clauses open source. Parce qu'on ne va pas tout faire soi-même en fait. C'est-à-dire dans notre stratégie open source, c'est pas de dire on n'a plus besoin de fournisseurs, avec l'open source on va tout faire tout seul, mais c'est de se dire que des fois on n'est pas les mieux placés pour aller justement tisser ces liens, parce que ça prend du temps, énormément de temps de tisser des liens avec des communautés. Et quand il y a déjà des acteurs qui sont mieux placés que nous, incitons-les. La meilleure façon de les inciter, c'est, plusieurs vendeurs m'ont dit, nous on regarde ce qui nous incite, c'est le marché, donc on regarde les achats que vous faites et on suit ces orientations-là. Donc, on a défini un closier d'achat qui nous permet d'exiger l'emploi de techno open source, mais aussi d'inciter nos fournisseurs à aller reverser les contributions qu'on fait dans ce cadre de ces achats au moins les proposer aux communautés, parce que c'est pas dit que les communautés les acceptent, mais il y a aussi ce travail-là qui est important. Si je peux juste ajouter par rapport notamment au fait de créer une fondation, c'est quelque part créer un écosystème. C'est-à-dire qu'on a des écosystèmes un peu naturels, mais quand on va intégrer des nouvelles personnes autour d'une base commune, on recrée un nouvel écosystème. Et en fait, ce que peuvent faire un petit peu justement ces initiatives, c'est d'amener des bases aussi légales, en termes d'outillage, en termes de visibilité, qui permettent après aux employeurs de dégager du temps. C'est-à-dire que les employeurs, justement, alors ça peut être la SNCF, ça peut être d'autres personnes, enfin d'autres entreprises, qui vont s'engager dans ces fondations et qui vont justement, en s'engageant, elles font acte quelque part de stratégie open source et elles vont justement créer les conditions pour que les salariés puissent effectivement contribuer sur des temps qu'elles vont aménager ou alors complètement sur du full-time. Mais voilà, justement, ces initiatives un petit peu qui créent des nouvelles choses un petit peu dans le ferroviaire ou dans l'énergie ou dans l'automobile, on le voit aussi, favorisent finalement le travail open source dans ces institutions, dans ces entreprises qui ne sont pas forcément habituées à travailler comme ça. Je voulais juste ajouter un mot. Le fait de sanctuariser du temps pour contribuer à des projets open source, c'est pas la première fois que j'entends parler de ça, mais je crois que je suis pas sûr que ça marche en fait, parce que c'est trop orthogonal en fait avec les habitudes.
C'est pour ça que l'angle, en fait, et ça c'était vachement important, en fait, hein, la rencontre avec Luciane, parce que amener l'open source sur le métier de son employeur, là, il comprend tout de suite l'intérêt. Alors que quand on lui parle SI, pour eux, le SI, c'est une commodité. Enfin, je veux dire, alors que du coup, en arrivant par le ferroviaire, si on se met à utiliser des logiciels open source ferroviaires, que le fait qu'il y ait des gens qui bossent dessus, ça deviendra naturel. Tu vois ce que je veux dire, ce sera plus une question de temps dédié. Ce sera leur métier, en fait, de faire ça. Et du coup, je crois plus à un effet après boule de neige, où autour de ce corps-là, que les gens contribuent finalement à n'importe quel open source, ça devient normal. Et moi, j'aimerais justement que la SNCF vraiment prenne ça, ne serait-ce que parce que c'est une entreprise avec des capitaux publics, hein, je veux dire, donc un peu comme le disaient les Suisses, hein, finalement, public money, public code, faisons tout au maximum en ouverture. En plus, comme il y a l'ouverture à la concurrence, techniquement, aujourd'hui, je ne sais pas, le TER bidule, il est SNCF, demain il sera autre chose. Vous imaginez le type qui est responsable de la région, il faut qu'il change tout le SI, tout le temps à chaque fois, mais c'est infernal. Il faudrait que ce soit absolument interopérable. Quoi de mieux que l'open source pour faire de l'interopérabilité? Et ça pourrait même être un différenciateur business pour SNCF, de dire, moi, je fais de l'open source, je fais des choses interopérables. C'est juste une petite remarque par rapport à ça. Dans un des derniers annales des lignes, il y a un article de Jean-Paul Smith qui traite de l'open cloud, qui va un peu plus loin sur les services libres. Ouais. Très très bien ce que vous décrivez avec l'utilisation de services publics. C'est-à-dire que pour avoir un service qui soit libre, il faut non seulement l'infrastructure informatique, par exemple, qui le soit, enfin les logiciels informatiques qui le soient, mais par exemple tous les scripts qui permettent de les configurer, oui, de les déployer, les éventuels manuels de procédure ou de bonnes pratiques qui permettent de faire tourner, d'optimiser le service, en fait, devraient être alimentés par le prestataire et transmis au suivant en cas de changement. Tout à fait. d'attribution. En fait, il y a un article qui en parle qui est assez intéressant parce que ça va vraiment un peu plus loin que simplement la boucle logicielle. Ouais. Mais c'est un peu comme, je ne sais pas si ça avance, mais il y avait une histoire aussi, je sais pas, j'ai une machine à café et puis le fournisseur peut plus me fournir les pièces, alors il me doit, je ne sais pas si ça avance ça, il me doit en fait la notice pour refaire en impression 3D telle ou telle pièce ou tel machin pour que je puisse c'est la même chose pour le logiciel, nous c'est ce qu'on voudrait. C'est-à-dire qu'à un moment, un éditeur nous dit, voilà, je vous fournis plus la version N, je la maintiens plus, qu'on puisse au moins se débrouiller avec, c'est un regain de souveraineté. Donc ça, j'ai pas revenu dessus. Mais ça, en creux, c'est hyper important. C'est-à-dire le fait de ne plus avoir les échéances contractuelles qui font qu'on subit la roadmap de Pierre, Paul ou Jacques, reprendre la main sur son SI. Alors bien sûr, hein, ça fait changer la manière dont on s'est mis à travailler, c'est-à-dire où on avait beaucoup recours à de la prestation ou à du bail, hein, finalement. Ça veut dire qu'il faut refaire soi-même. Et donc refaire soi-même, hein, c'est trop court. Mais c'est compliqué. Ouais. Se mettre à refaire. Merci, c'est vrai qu'on pourrait continuer encore. Ouais. Avec des bières.